Pardon? On dit que je raconte tout le temps des bêtises, hein, mais alors oui, j'en ai une, quand j'en dis pas, elle fait tout pour me... Ben oui, ça c'est autre chose. Hein. Dire non, mais c'est pas possible de me prendre en photo ou de me filmer. Vous savez très bien, j'ai un contrat d'exclusivité avec Playboy. Vous devriez savoir ça. Bon, alors, après les bêtises, hein, d'abord, Françoise continue à prendre des inscriptions pour Giverny. Alors, dépêchez-vous. Barbulescu, qui vient de terminer une partie de ses études avec un master de philosophie. C'est ça. Bien. Mais qui continue par ailleurs. Qui va nous parler du véganisme. Alors effectivement, je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que vous connaissiez le mot véganisme? Non. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été voir sur le dictionnaire? Il n'y a rien. Non. Alors comme je ne suis pas philo, je n'ai pas été voir sur Internet. En fait, sur Internet, on pouvait trouver une définition. Eh oui, donc j'ai pas eu la curiosité d'aller voir sur... Tu voir sur le petit revers? Ouais, sur le petit revers, c'est pas marqué non plus. Je vais regarder sur le petit revers, mais bon, je suis désolé. Attention à ce que vous allez dire, vous. Donc il a dit, le titre c'est Le véganisme, défense des animaux. Je vois que vous ne connaissez pas le terme et c'est un peu normal, déjà il n'existait pas dans le dictionnaire, comme il le disait. Et on verra un petit peu pourquoi. Donc pour commencer, je vais juste vous montrer une image qui définit très bien ce que représente le véganisme. Voilà, donc on voit une pyramide des espèces à gauche, on va l'anglais, forcément, erreur, et à droite on voit un cercle des espèces aussi. Je vais vous mettre un petit plan qu'on va suivre. Ça va aller un peu lentement parce que je ne suis plus habitué à Windows, donc je ne connais pas cet ordinateur. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, je vais parler, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes, et après, je vais vous laisser poser des questions. Ça va être un peu interactif, et si vous voulez bien, moi je préférerais comme ça en tout cas. Donc je vais dérouler un petit peu rapidement. Je vais commencer avec un petit historique philosophique qui ne sera pas chronologique parce que il y a des théories sur les animaux qui se recoupent en fait. Disons qu'il n'y a pas une progression vers plus de considération des animaux, il n'y a pas une progression qui aboutirait à notre époque avec un vrai respect. Donc on commence par les animaux machines. Je pense que vous pensez à Descartes, n'est-ce pas, qui est le premier à parler de cette théorie. Donc pour lui, les animaux fonctionnent comme des machines. C'était certes dans un contexte religieux. Son but était de prouver que l'homme, l'humanité, a une âme, et comparé aux animaux. Pour prouver cela, il devait forcément montrer que les animaux n'avaient pas de raison, puisque le rapport entre la raison et l'âme était évident, et ils n'avaient pas de langage non plus, donc agissaient comme des machines, c'est-à-dire automatiquement, il y avait des réflexes. Tout ce que les animaux faisaient n'était que le fruit d'un réflexe automatique, comme un réflexe machinal. Est-ce que Descartes a vraiment affirmé, parce que c'est vrai qu'à notre époque,
Vous m'entendez bien, c'est bon. À notre époque, surtout dans la cause animale, dans la philosophie animale, il arrive souvent qu'on pense tout de suite à Descartes, qu'on l'accuse de tous les maux MAX que les animaux subissent de nos jours, en disant que c'est lui qui a théorisé cette erreur fatale pour les animaux, et de cela découlerait l'exploitation qu'ils subissent actuellement, exploitation qui ne nous fait pas avoir de cas de conscience. En fait, c'est pas vraiment Descartes qui a théorisé ça. Certes, il a parlé des animaux-machines, mais celui qui a vraiment affirmé que les animaux ne ressentaient rien, c'était son disciple qui s'appelle Malebranche. Descartes, en fait, avait affirmé surtout que les animaux n'avaient pas de langage. Ils n'avaient pas la capacité de raisonner et d'avoir un langage rationnel. Certes, ils pouvaient parler. À l'époque aussi, les perroquets existaient, donc Descartes les a entendus dire bonjour, au revoir, mais il ne leur accordait pas la possibilité de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et ainsi, pour cela, il affirmait que, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils n'ont pas d'âme, de raison, de conscience. Mais il n'a jamais vraiment affirmé qu'il n'avait pas de sensibilité physique. Il a laissé le doute planer dans ses écrits. Celui qui a vraiment affirmé que les animaux ne ressentaient absolument rien, c'était absolument rien. C'était Malebranche. Malebranche qui se moquait, il découpait par exemple, désolé, mais c'est comme ça, il découpait des chiens et il s'amusait il rigolait de ceux qui affirmaient que c'est barbare, c'est incroyable, on ne peut pas leur faire ça. Et je pense, peut-être qu'honnêtement, lui, il croyait que ces êtres-là ne ressentaient rien. Pareil, on raconte une anecdote où un chien avait aboyé et Malebranche lui a mis des coups de pied pour le faire arrêter. Et pareil, il affirmait aux gens qui étaient autour, ne vous inquiétez pas, elle ne ressent rien. C'était sa croyance, et c'est vrai que dans un sens, elle était logique, parce qu'en fait, pour Malebranche, la souffrance était le fruit du péché. Certes, dans un contexte chrétien, mais la souffrance était le fruit d'un péché. Les hommes qui souffraient étaient punis par Dieu de leur péché. Du coup, tout le monde s'accordait à dire que les animaux étaient absolument innocents, forcément, puisqu'ils n'avaient pas de raison, ils ne pouvaient pas pécher. Et Malebranche affirmait que dans un monde où il y a un Dieu juste, comme disent-ils, et le Dieu des chrétiens, les animaux ne pouvaient pas souffrir. Dieu n'aurait pas pu permettre cela. Donc, ils ne souffraient pas. Puisque... Ouais. Certains, forcément, se sont opposés, à commencer par Voltaire, à ces théories. Voltaire qui disait que c'est étrange que la nature ait mis dans ces êtres tous les ressorts de la souffrance, comme chez nous, afin qu'ils ne souffrent point. Il y a aussi un prêtre quand même, qui s'est opposé à Malebranche surtout, et à Descartes, en disant que, si vous vous rappelez la théorie de Descartes, qui affirmait que Dieu était certes foncièrement bon, mais aussi foncièrement vrai. Dieu ne pouvait pas nous tromper. Ce n'était pas un malin génie. Ce prêtre, Pariès, a affirmé que s'est demandé si Dieu était absolument vrai, comment se fait-il qu'on soit aussi aveuglé? Comment se fait-il que, par analogie, on ne puisse pas se rendre compte des ressemblances entre la souffrance des hommes et la souffrance des animaux? Et si Dieu est vrai, pourquoi se trompe-t-on tant quand on regarde un animal souffrir en disant il ne souffre point? Donc l'idée de Pariès, c'était que certes les animaux souffraient aussi puisque Dieu était vrai et qu'il ne pouvait pas nous tromper à ce point. Forcément, donc les mêmes réactions à la souffrance qu'avaient les animaux signifiaient qu'eux aussi, comme nous, souffraient. On a exclu les animaux
qu'on appelle du cercle de la considération morale pour plusieurs raisons. Donc, j'ai rapidement parlé de la sensibilité, donc il ne ressentait rien, mais cette sensibilité est aussi souvent liée au langage, à la raison. Même pour ceux qui reconnaissent que les animaux ressentent quelque chose, et c'est le cas de la plupart des philosophes, des scientifiques, il y a un doute quand même sur leur capacité à ressentir, justement, à réfléchir et à avoir un langage rationnel et une conduite rationnelle. Cette idée est très intéressante parce qu'elle fait la distinction entre la souffrance, la douleur plutôt, et la souffrance. On appelle souffrance quelque chose qui est d'ordre moral, c'est-à-dire une souffrance psychologique. Alors que la douleur, c'est quelque chose de physique. Les animaux, comme des êtres inférieurs, sont capables de ressentir la douleur physique. Mais, puisqu'ils n'ont pas de conscience, puisqu'ils n'ont pas de raison, et conscience du monde, mais conscience aussi d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas souffrir psychologiquement. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus d'amis, le fait qu'il n'y ait plus de famille, le fait qu'ils aient peur de la mort, ça n'a aucun sens pour certains. Dont la plupart des philosophes, et les plus grands, rares sont les philosophes qui ont vraiment affirmé, Condorcet et un de ceux-là, qui ont affirmé que les animaux avaient une raison et ils réfléchissaient logiquement. Ils faisaient des plans sur leur vie, etc. On va passer au deuxième point, donc limite, trop et souffrance. L'indistinction des animaux. Il est très important de savoir que si on parle des animaux, c'est très important comme terme, il y a des millions d'espèces animales. Et les animaux existent tout aussi bien qu'existent les hommes, mais ils sont tous différents. L'idée de l'indistinction des animaux, l'idée du fait de les traiter comme des troupeaux, comme on dit, comme des êtres interchangeables, est le fruit d'une volonté de domination et d'une volonté d'insensibilisation de notre conscience et de notre sensibilité. Donc, en fait, l'indistinction, c'est l'affirmation que tous les animaux sont interchangeables. Certes, ils sont différents physiquement, le cochon du poulet, le poulet de la vache de l'éléphant, mais à l'intérieur de leur espèce, ils sont aussi différents physiquement, mais intérieurement, ils sont identiques. Il n'y a pas de différence psychologique entre les animaux. Ce qui permet de dire que le fait qu'un animal meure ne change rien s'il y a un autre qui naît à côté. Le fait qu'on tue un animal n'a aucune importance puisqu'on fait naître un autre, donc ça remplace, c'est interchangeable. De la même manière qu'on remplacerait un stylo par un autre stylo, on peut remplacer un animal par un autre animal. L'animal comme trope, donc je pense que cette idée vient aussi de l'indistinction des animaux, comme trope, c'est-à-dire le fait de le considérer comme un moyen pour expliquer autre chose. On peut utiliser l'animal comme trope, par exemple, dans les fables. On cite souvent les fables de La Fontaine, qui, apparemment, s'intéressait beaucoup aux animaux. Certes, il parlait beaucoup d'animaux dans ses fables, sauf que sa façon de parler des animaux était une façon intéressée pour revenir encore une fois aux hommes. L'idée, c'était de critiquer, voire de complimenter, mais surtout de critiquer certains traits de caractère des hommes et les plus mauvais. Ainsi, on peut utiliser un animal comme le renard pour critiquer la ruse. Je ne sais plus quel animal est le symbole de la cupidité, peut-être que le renard aussi, je ne sais plus. On peut utiliser aussi un autre animal comme le symbole de la cupidité, ou de la violence, ou de la lâcheté comme le lapin, etc., etc. Donc cette manière, c'est encore une nouvelle fois une façon de retourner à l'humanité et d'employer les animaux et l'image que nous avons sur des animaux, de l'employer à cette fin.
On passe à la troisième partie, sous-partie, l'expérience de la souffrance. De notre époque, il est évident, sauf bien sûr pour ceux qui les exploitent souvent, il est évident que les animaux ressentent quelque chose. Comment pouvons-nous être absolument certains? Il y a plusieurs techniques à cela. D'abord, la technique de l'analogie. Comment savons-nous qu'un autre être humain ressent quelque chose? Nous ne sommes pas à sa place. Jamais nous ne serons à sa place, mais nous pouvons faire cette expérience par analogie. Si dans une situation donnée, nous ressentons quelque chose, nous avons une certaine réaction, il est évident que les autres hommes, dans cette situation, avec la même réaction, ressentent la même chose. En tout cas, il y a une forte probabilité qu'ils la ressentent. Ainsi, on peut faire la même chose par rapport aux animaux. Si en se brûlant, tout simplement en se brûlant, on retire la main, on crie, un animal qui fait le même acte, qui retire la bague et qui crie, il est étrange qu'on lui nie l'expérience de la souffrance. Disons que ceux qui nient l'expérience de la souffrance doivent prouver comment ça se fait que malgré autant d'analogies, autant de similitudes, autant de réactions physiologiques. Petite parenthèse, donc, la transpiration, par exemple, l'accélération des battements du cœur, certaines sécrétions j'ai oublié le terme, certaines sécrétions d'encéphaline par exemple, ou d'endorphines, et c'est ce terme que j'oublie, pardon, ce sont pas des hormones, des substances que notre corps sécrète quand nous avons mal. Pour nous éviter la souffrance, ou en tout cas pour la diminuer, on a observé que les animaux, y compris, et c'est ce qui est assez étonnant, les vers de terre, ils sécrètent ces substances-là, c'est-à-dire un ver de terre qu'on coupe à mal. Donc c'est à ceux qui nient cette expérience de la souffrance, malgré toutes les preuves évidentes, de prouver pourquoi ils continuent à la nier. Donc on passe à la troisième partie. L'animal comme sujet de droit. L'animal comme individu. On a parlé rapidement de l'indistinction des animaux. Cette sous-partie s'oppose directement à cette indistinction. Disons que une grande masse de victimes facilite l'exploitation. Quand nous entendons 10 millions d'animaux sont morts, ça ne fait pas trop de sens. De même, quand nous entendons beaucoup de 150 000 il y a quelques années, quand il y a eu le tsunami, 150 000 personnes, ça ne fait pas sens. Par contre, si on voit une seule personne qui meurt, ça nous touche d'autant plus. Et est-ce pour dire qu'une personne est plus importante que 150 000? Pas forcément, mais c'est parce que nous avons plus de facilité d'identification. De même, disait Diderot, si nous voyons quelqu'un souffrir de loin, ça nous touche beaucoup moins que si nous le voyons souffrir de près. Donc, l'animal comme individu, il s'agit d'affirmer que tous les animaux, ce sont des individus distincts les uns des autres et qui ne sont en aucun cas interchangeables. Ils ont leur individualité propre. D'ailleurs, individu vient du latin indivis, qui veut dire indivisible, ce qui veut affirmer qu'un animal, à partir du moment où on le divise, déjà physiquement on le coupe, il cesse d'être un individu de la même manière que nous. Si on commence à regarder les animaux comme des individus, on cesse de les traiter comme une masse indistincte, comme des troupeaux. Les droits parmi les hommes ont été acquis. D'ailleurs, on appelle l'individualisme, mais pas dans le mauvais sens du terme, bien sûr, dans le vrai sens philosophique et du droit. L'individualisme, c'est le fait d'accorder des droits à des individus et pas seulement à des groupes. On a reconnu que ce n'est pas l'individu qui souffre, mais le groupe. Ce n'est pas l'individu. C'est l'inverse. Ce n'est pas le groupe qui souffre, mais l'individu.
qui souffre mais l'individu. De la même manière, ce ne sont pas les animaux qui souffrent, ce ne sont pas les troupeaux qui souffrent, mais les individus à l'intérieur de chaque espèce. La deuxième sous-partie, les théories diverses. Il s'agit de théories qu'on appelle animalistes ou animalières, théories du droit sur le traitement qu'on devrait avoir envers les animaux. Il y a plusieurs sortes. Déjà, il y a des théories qui ont été transposées des hommes aux animaux. Il y a la théorie qu'on appelle utilitariste, qui a été inventée par Jeremy Bentham, par Stuart Mill, au XIXe siècle, je pense, qui affirme que ce qui compte, ce qui est moral, c'est de maximiser le bonheur total. Plus il y a de gens qui sont heureux, mieux c'est. Quand bien même il y aurait certains malheureux à côté, l'important c'est d'avoir le plus de gens heureux. Tom Wigan, qui est un philosophe de la cause animale, a affirmé que l'utilitarisme serait considérer les êtres comme des tasses dans lesquelles il y a certaines substances, du thé par exemple, et ce qui compte c'est la qualité du thé. Est-ce que le thé est plus doux, plus sucré, plus amer? Mais les individus ne sont pas considérés comme des contenants. Ce qui compte c'est le contenu. Considérer les animaux comme du contenu reviendrait à donner plus de valeur, par exemple, à ceux qui sont plus heureux que les autres. Parce qu'une personne qui est plus heureuse que quelqu'un d'autre amène plus de bonheur dans le monde. Donc, si elle amène plus de bonheur dans le monde, elle participe d'autant plus à la maximisation du bonheur, et ainsi, elle a plus de valeur. Donc, cette théorie utilitariste, elle s'applique maintenant, depuis quelques dizaines d'années, aux animaux, et elle affirme que ce qui compte, c'est pas que les animaux veuillent vivre, mais ce qui compte, c'est qu'ils ne veuillent pas souffrir. Ainsi, on essaye de justifier le fait de les exploiter en disant qu'ils n'ont pas intérêt à vivre. Leur seul intérêt, c'est de ne pas souffrir. Puisque leur seul intérêt, c'est de ne pas souffrir, l'idée qu'on puisse les tuer gentiment, si tant est qu'on puisse rattacher ces deux mots l'un à l'autre, n'est pas une idée qui soit immorale, qui soit saugrenue. Et cette théorie utilitariste a donné suite à une autre théorie qu'on appelle welfariste, la théorie du bien-être dans la cause animale. C'est une théorie particulière qui affirme justement, comme l'utilitarisme, que les animaux n'ont pas d'intérêt à vivre puisqu'ils n'ont pas déjà de conscience. On voit que cette notion de conscience a une très grande importance. Ils n'ont pas d'intérêt à vivre, ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est de ne pas souffrir. À partir du moment où on ne les fait pas souffrir, il n'y a pas de problème moral. Une autre théorie dans la cause animale, c'est la théorie des devoirs indirects. Qu'est-ce qu'un devoir indirect? C'est un devoir qu'on a envers quelqu'un, mais de manière indirecte, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que si j'ai un chien, si je vis avec un chien et que vous écrasez mon chien, la loi peut vous forcer à me rembourser. Mais à me rembourser moi, parce que vous m'avez causé préjudice à moi, pas au chien. De la même manière que si vous cassez ma voiture, j'en ai pas, mais si vous cassez mon bus, la loi peut vous forcer à me rembourser. Forcément, ce n'est pas le bus ni la voiture qui ont mal, mais moi. La théorie des devoirs indirects dit la même chose. Il n'y a pas de mal à faire souffrir un animal, puisque de toute façon, eux, ils n'ont pas de droit. Mais il y a de mal à faire souffrir les êtres humains. Et c'est envers ces êtres humains-là qu'on a toujours des devoirs, comme disait Kant d'ailleurs aussi, sur les animaux. Un animal n'a aucun droit, mais si on torture les animaux, ça revient à un moment donné à devenir un tortionnaire pour les hommes. C'est vrai qu'il n'avait pas tort. On voit beaucoup d'études psychologiques sur les criminels en série, par exemple, qui ont commencé leur
leur tuerie avec des animaux, en torturant des animaux. D'ailleurs, Maupassant, je crois, il a écrit un livre sur ça, où un enfant a commencé par torturer des animaux et ensuite a tué ses parents, etc. Certes, c'est pas un chemin obligé, mais on s'entraîne en fait sur les animaux pour ensuite pouvoir s'attaquer aux hommes. Cette théorie du devoir indirect est aussi liée à la théorie qu'on appelle contractualiste. Dans la théorie contractualiste, qui existe aussi dans notre espèce, il s'agit d'affirmer que tous ceux qui ont des droits sont ceux qui peuvent passer des contrats avec nous. Donc des êtres rationnels. Puisqu'on ne peut pas passer de contrat avec les animaux, déjà parce qu'ils ne sont pas rationnels et en plus parce qu'ils ne sont pas de la même espèce, donc on ne peut pas avoir de rapport de ce genre, donc tous ces êtres-là n'ont pas de droits. Certes, on oppose à cela les droits des enfants. Les enfants, surtout entre très bas âge, n'ont pas la capacité de passer des contrats de non-nuisance avec nous. Et pourtant, ils ont des droits. Ils ont des droits de manière indirecte. Ce n'est pas pour les enfants, mais c'est parce que ça peut nous causer à nous, parents, famille, etc. Ça peut nous causer du mal. Et ça peut causer du mal à la société dans son ensemble si on s'amusait à torturer des enfants. Et il y a une autre théorie qui s'appelle la théorie des devoirs directs. Dans la théorie des devoirs directs, il est affirmé que les animaux doivent être traités, considérés en eux-mêmes et pas comme des moyens. Il ne s'agit pas de dévier le comportement, mais de les traiter directement. Ils sont sujets de droit. Ils ont le droit d'avoir des droits. Et cette théorie, certes, est largement plus respectueuse et les traite comme des individus. On va revenir sur cette théorie et surtout, je pense, avec les questions. On passe à la troisième partie, esclavage invisible, extermination secrète. Les termes sont forts, j'en conviens, mais j'ai des explications. Donc, esclavage, si on prend ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un être qui est au service d'un autre être contre sa volonté. Quel que soit, je pense, certes, on l'a d'abord utilisé pour les hommes, mais quelle que soit l'espèce, quelqu'un qui est esclave de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir par sa propre volonté, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire par lui-même, mais il est toujours soumis au bon plaisir de son maître. Pourquoi esclavage invisible? Esclavage invisible parce que l'exploitation que subissent les animaux, à notre époque surtout, elle est cachée. Elle est cachée physiquement, c'est-à-dire que les abattoirs, par exemple, ou les fermes sont généralement à l'extérieur des villes. Elle est cachée aussi physiquement parce que les abattoirs sont clos. Il y a des murs, des vrais murs, pas en verre, des murs en béton. On ne peut pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et on ne peut pas non plus aller visiter un abattoir. C'est un peu étrange, mais il n'y a pas, par exemple, à l'école, on fait souvent des sorties dans les jardins, etc. Il n'y a pas de sortie abattoir, et heureusement. Mais ce n'est pas possible. Et des individus comme nous, des citoyens comme nous, ne peuvent pas aller rentrer dans un abattoir, juste pour voir qu'est-ce qui s'y passe. On n'a pas le droit. Et même les associations n'ont pas le droit. C'est un monde qui est clos. On lance cet esclavage invisible aussi par la publicité, qui rend beaucoup de choses invisibles, sauf les produits. Elle rend invisible la souffrance, elle rend invisible la réflexion, elle rend invisible la destruction de l'environnement, mais elle met en avant les produits. Les animaux sont considérés comme des produits dans la publicité. Et cette invisibilité est due au fait qu'on détourne le message. Je pense que vous avez tous vu des publicités avec des animaux. Forcément, ils sont heureux dans les publicités. Ils sont même capables de danser, de jouer, de réfléchir. Ils font même du chocolat, la fameuse marmotte qui met du chocolat. Donc, forcément, quand on réfléchit, quand on ne voit pas le reste,
Personne ne croit que les animaux font ça en réalité. Sauf que ça nous donne cette image que ça ne peut pas être tout le contraire. Et pourtant, c'est tout le contraire. Extermination secrète. Pourquoi? Généralement, les gens s'offusquent. Moi, je milite beaucoup avec quelques-uns ici aussi. Les gens s'offusquent souvent quand on leur parle des animaux, quand on leur parle du traitement qu'on applique aux animaux, du fait qu'on les tue, du fait qu'on les exploite. Et cette offuscation, si le terme existe, est due, moi je l'espère, et en tout cas je le crois, au fait que généralement on n'est pas bien avec notre conscience. Si vous parlez à quelqu'un de l'exploitation des tomates, du fait qu'on découpe les tomates en deux, on va vous rigoler au nez, des fois nous aussi on nous rigole au nez, mais on rigole jeune, parce qu'on sait les gens savent que nous avons raison. Mais pour les tomates, personne, je pense, ne croit qu'elles ressentent quoi que ce soit, et tout le monde regarde une exploitation de tomates avec tranquillité. Peu de gens sont capables de regarder un abattoir avec tranquillité. Et si nous ne sommes pas capables de regarder avec tranquillité, c'est pour une raison très simple. Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas des barbares, quand bien même ce que nous faisons subir aux animaux, c'est une barbarie totale. Le simple fait qu'on ne puisse pas voir ça prouve que quelque chose au fond de nous nous dit ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais l'extermination elle reste bien sûr secrète, puisqu'il y a des intérêts financiers, certes. Je pense que l'industrie qui exploite les animaux est la plus puissante industrie au monde, devant l'industrie de la drogue, devant l'industrie des armes. Et personne ne veut savoir, ne veut montrer justement comment les choses se passent. On va passer à la quatrième partie, la cohérence morale. Je reviens sur ce que je disais. La cohérence morale, ce serait justement, dans l'ensemble de la société et même individuellement, d'appliquer dans notre vie de tous les jours la morale que nous avons tous, je pense, sauf cas rares. On parlait tout à l'heure de tortionnaire, mais sauf cas rares, il ne nous arrive pas de ressentir du plaisir à voir un être souffrir. La mise en veille. Oui, ben, je sais pas moi. Ça échappe. Comment? Ça échappe. Ah oui, il faut. Si vous avez le mot de passe, c'est beau. Donc, il ne nous arrive pas souvent de prendre plaisir à voir quelqu'un souffrir, quelle que soit son espèce. Donc, la moindre des choses que nous devons prester à ces animaux, c'est la cohérence entre nos idées, ce que nous ressentons, ce que nous sentons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Et si nous regardons de ce côté-là, il y a ce que Gary Francione, un théoricien du droit animalier américain et professeur de droit, a affirmé: nous vivons une schizophrénie morale. Pourquoi schizophrénie morale? Sommes-nous tous des schizophrènes? Dans ce sens-là, oui. Parce que nous sommes en train, et on reviendra avec vos questions, je l'espère, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle maintenant du spécisme. Le spécisme, c'est une discrimination, comme toutes sortes de discriminations, mais qui s'attache à l'espèce. Si le sexisme, c'est une affirmation de la supériorité des hommes sur les femmes, tous les hommes sur toutes les femmes, si le racisme, c'est l'affirmation de la supériorité d'une certaine population sur une autre population, le spécisme, c'est une affirmation de la supériorité de certaines espèces sur d'autres espèces. Généralement, je vous laisse deviner, l'espèce humaine est placée au-dessus, comme je vous ai montré sur la première image, pyramidale, l'homme tout en haut. Donc nous sommes en train de vivre ce que Gary Francione a appelé une schizophrénie morale, parce que nous faisons tous les jours du spécisme. Le spécisme, c'est
caresser un chien, et nous avons raison, caresser un chat, un cheval, des fois, et couper la tête à un poulet, à une vache, à un mouton, etc. Pour la simple raison que ces êtres-là ne font pas partie d'une certaine espèce qui, à nous fait plaisir de compagnie. Je reviens rapidement, je le dis et je ne l'ai pas dit, sur ce qu'on appelle des labels. Nous avons tracé des frontières et nous avons créé des labels pour les animaux. Comme il y a le label culture biologique, etc., il y a le label animaux de compagnie. Il y a le label animaux de boucherie. Il y a le label animaux de divertissement, etc., etc. Ces labels-là n'existent pas dans la nature. Dans la nature, il y a des êtres, c'est tout. Mais dans notre théorie, dans notre façon de voir le monde, il y a des frontières, il y a des catégories. Pourquoi faisons-nous ces catégories-là? Pour justifier l'exploitation. Vous remarquez, c'est un cercle vicieux. On tue les vaches parce que c'est des vaches à boucherie, et ce sont des vaches à boucherie parce qu'on les tue. On caresse les chiens parce que ce sont des animaux de compagnie, et ce sont des animaux de compagnie parce qu'on les caresse. En fait, cette schizophrénie morale, c'est faire ce genre de distinction-là, qui n'est pas une distinction naturelle. Les chiens, les vaches, les moutons, certes, font partie d'espèces différentes, mais au fond, ce sont des êtres qu'on appelle sentients. La sentience, c'est un terme qu'on a un peu francisé, qui exprime la capacité pour un être d'avoir des ressentis physiques, on parlait tout à l'heure de la douleur, et des ressentis psychologiques, donc les pensées, les sentiments, la peur, les projections dans le futur. Donc la sentience, tous les animaux que nous exploitons, chiens, chats, moutons, vaches, quelle que soit la manière dont on les exploite, sont des êtres sentients. Mais nous avons fait une distinction entre eux, une distinction de valeur, et c'est ce qu'on appelle spécisme. Nous avons dit que les chiens, dans l'échelle des valeurs, étaient plus hauts que les vaches. Et forcément, parce que si on ne dit pas ça, comment pourrions-nous justifier ce qu'on leur fait faire, ce qu'on leur fait vivre, et surtout le fait qu'on les tue? On ne pourrait pas, et pour ne pas avoir de conflit, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ne pas avoir de conflit avec nous-mêmes, il nous faut affirmer et réaffirmer la vérité de certaines choses, même si elles sont complètement fausses. On a fait une expérience, celle-ci pas douloureuse, mais bon, on a fait une expérience sur certains animaux, je ne sais plus leur espèce, je pense que c'était des singes, et on leur a donné des M&M's à manger. Voilà. Apparemment, ils aiment beaucoup. Donc, on leur a donné au début des M&M's rouges et noirs. La plupart, on a remarqué, ils ont choisi le vert, par exemple. C'est un exemple au hasard, ils ont choisi le vert. Et on a remarqué que, quand on leur a donné d'autres M&M's, vert et bleu, la plupart se sont mis à choisir le vert sans aucune logique, puisque tous les M&M's avaient le même goût. La seule chose qui les distinguait, c'était le fait qu'ils les avaient, les verts, ils les avaient déjà pris et déjà connus. C'était comme si ces singes, si c'était des singes, voulaient se rassurer sur leur choix d'avant. Comme nous, tous, nous achetons quelque chose. Télé, chaussures, voitures, peu importe. Au début, on doute. Il y a beaucoup de choix, même des fois trop. Au début, on doute, on ne sait pas lequel choisir, au niveau du prix, de la qualité, etc. Mais une fois qu'on l'a acheté, on essaie de se convaincre que c'était le bon choix à faire. Milgram a parlé aussi de cela avec son expérience qui a prouvé qu'on persistait dans notre choix quand bien même on sentait que ce choix était mauvais. Il a pris des volontaires qu'il a mis une sorte de scène, et derrière il y avait, sur la scène il y avait des acteurs. Dans les coulisses il y avait des soi-disant médecins, ils avaient juste une blouse blanche, et les vrais volontaires qui ignoraient tout
supercherie, était de façon... On a demandé à ces volontaires de électrocuter la personne qui était devant eux si elle faisait de mauvaises réponses. On lui posait des questions de culture générale, et si cette personne faisait de mauvaises réponses, on l'électrocutait. Au début, c'était une petite décharge, censée ne pas faire de mal. Plus il y avait de mauvaises réponses, plus il y avait d'électrocution. On a vu que les volontaires sentaient à un moment donné qu'il y avait un problème. Et l'acteur qui était sur la chaise électrique disait c'est bon, arrêtez, ça suffit. Le médecin, en tout cas sa blouse, disait continuez, ne vous inquiétez pas, continuez. Et 80%, si je me rappelle bien du pourcentage, ont continué, on sont allés très loin, presque à tuer quelqu'un. Pourtant, ils savaient qu'ils avaient tort, mais il y avait l'autorité qui était représentée par la blouse, forcément. Donc la soumission à l'autorité, il y avait aussi la dissonance cognitive. Si j'arrête maintenant, ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant était faux. Et il vaut mieux que je continue pour me rassurer moi-même. Juste une petite parenthèse, on a fait pas la même chose, mais une expérience semblable avec des animaux. Une fois avec des rats, qu'on a mis dans des cages différentes. Et dans une cage, il y avait un levier qui permettait d'avoir de la nourriture. Les rats se voyaient entre eux. Quand un rat, dans la cage avec le levier, recevait de la nourriture en appuyant sur le levier, l'autre rat de l'autre cage était électrocuté. C'était pour vérifier, et on va peut-être encore une fois en parler, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité que nous avons déjà, notre esprit, de se projeter dans la tête, dans la conscience de l'autre, c'est-à-dire la capacité de comprendre ses intentions. Et on dit généralement que les animaux n'ont pas de théorie de l'esprit, ils ne peuvent pas comprendre ce que les autres veulent. Et par cette expérience, on essaie de prouver que c'était vrai, et en plus, ils avaient de l'empathie. L'empathie, c'est la théorie de l'esprit, mais plutôt du côté de la sensibilité. On est capable de sentir la souffrance de l'autre. Là non plus, je ne me rappelle pas le pourcentage, mais un pourcentage beaucoup plus grand, dans le bon sens là, que par rapport aux hommes. Les rats, généralement, se laissaient mourir de faim, ou presque, par souci de ne pas faire souffrir leurs congénères. Est-ce que ça veut dire que les rats sont plus moraux que nous? C'est pas ce genre de conclusion, mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que les animaux sont capables de ressentir ce que l'autre ressent et sont capables de se sacrifier pour lui. On a tous vu des petites vidéos, des petites images avec des animaux qui se sacrifient les uns pour les autres, des chiens qui sauvent des enfants du feu, etc., ou de l'eau. Là, dernièrement, j'ai vu aux États-Unis, je crois que ça s'est passé, il y avait un serpent qui est rentré dans une maison. Et le chien de la famille a risqué sa vie, et d'ailleurs il est mort parce qu'il a été mordu, a risqué sa vie, s'est posé entre les deux personnes qui étaient dans la maison et le serpent, et il les a défendus, il a tué le serpent, mais il est mort lui aussi par la suite parce qu'il a été mordu. Et ça c'est d'un point de vue plutôt philosophique, affirmant que les animaux ont une théorie de l'esprit, ont de l'empathie. Mais d'un point de vue purement scientifique, on a découvert depuis quelques temps ce qu'on appelle des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet à nous, les êtres humains, de nous mettre à la place de l'autre, d'avoir justement la théorie de l'esprit et d'avoir l'empathie. Quand nous voyons quelqu'un qui souffre, les neurones miroirs s'activent et nous souffrons nous aussi. Et on a découvert que les animaux aussi, les vertébrés qui ont un cerveau, ont aussi des neurones miroirs. Est-ce que chez eux, ces neurones miroirs ne servent à rien? Est-ce qu'ils sont juste mis là comme ça par la nature? Est-ce que c'est une inutilité totale qui les ait? Je pense que c'est à ceux qui affirment cela de prouver que cela ne leur sert à rien. J'aimerais bien,
j'aime bien les questions-réponses, donc si vous avez des questions, sinon après je peux continuer, mais si vous avez des questions, j'aimerais bien qu'on commence cette partie-là aussi. Ben moi, je vais d'abord en avoir une première. Est-ce que vous êtes végétarien? Vous avez tout à fait raison de poser la question. C'est la même question que les gens nous posent souvent. C'est la même question que les gens me posent souvent quand vous me dites. Vous venez me dire qu'il ne faut pas bien de faire du mal aux animaux. Ok, bon, moi je veux bien. Mais est-ce que vous en faites? J'espère non. Et je ne suis pas végétarien, c'est même dans un sens moral du terme, et dans la cohérence c'est mieux. Je suis ce qu'on appelle vegan, d'où le terme de véganisme. Le véganisme, c'est une théorie, c'est le contraire du spécisme. Tout à l'heure, je vous ai dit que le spécisme, c'est une discrimination par espèce. L'espèce humaine qui est plus importante que les autres, les chiens qui sont plus importants que les vaches, ou les vaches que les chiens. Le véganisme, c'est tout le contraire. C'est l'affirmation que toutes les espèces et tous les individus de ces espèces-là, les individus sentients, qui sont doués de sentience. Bien sûr, il ne s'agit pas d'affirmer cela pour toutes les espèces vivantes. Les microbes sont vivants, les plantes sont vivantes, mais juste pour les individus qui sont sentients. Donc tous les individus qui sont sentients et toutes les espèces qui sont sentientes ont le droit à l'existence et sont surtout égaux en quelques droits fondamentaux. Donc droit à l'existence, comme je l'ai dit, droit à poursuivre leur bonheur, droit à ne pas se faire exploiter, droit à ne pas se faire torturer, à disposer de leur corps, à disposer entre guillemets, des produits de leur corps. Donc on attache cela aux droits humains. Les hommes ont, du moins dans la loi, ont tous des droits fondamentaux qui sont défendus par plein de constitutions de manière plus ou moins honnête. Et il s'agit de dire que les animaux, puisqu'ils nous sont semblables à ce niveau-là, au niveau de la sentience, les êtres humains sont des êtres sentients, comme les animaux. Si nous donnons, ou si nous acceptons, ou si nous reconnaissons que les êtres humains ont le droit à ne pas se faire torturer parce qu'ils ont mal, ont le droit à ne pas se faire insulter parce qu'ils ont mal, ont le droit à vivre leur vie, à être libres parce que ça leur fait plaisir, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification morale pour nier cela à d'autres êtres sentients sous prétexte qu'ils font partie d'une autre espèce. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le spécisme. Deux êtres qui, certains d'eux-mêmes sont identiques, mais ils sont traités différemment. Il n'y a pas de justification à traiter différemment. Certes, on ne va pas laisser un chien entrer à l'université, en tout cas pas pour étudier, puisqu'il ne peut pas, et il n'en a pas besoin non plus. On va laisser un adolescent. Mais à ce niveau-là, il y a une différence. Par contre, au niveau des droits fondamentaux, au niveau de la sentience, un enfant et un chien, ils sont semblables. Tous les deux ont mal, tous les deux veulent ne pas avoir mal, tous les deux veulent vivre. À partir du moment où ces deux êtres-là ont les mêmes ressentis, ou presque, en tout cas des ressentis semblables, il n'y a pas de justification pour les discriminer. Donc, le véganisme, c'est l'affirmation que tous les individus sentients sont égaux, et donc l'interdiction morale, pour l'instant, parce que légal, ce n'est pas le cas. Donc l'interdiction morale, déjà pour celui qui croit à cela, de ne pas les exploiter. Donc, pratiquement, pas de... Là, ça va paraître un peu négatif, c'est plutôt comme toute affirmation morale, on peut se dire que c'est une contrainte. Si on s'interdit d'insulter les gens, on peut se dire que c'est une contrainte parce qu'on se force, on maîtrise nos pulsions des fois. Mais en même temps, c'est une libération parce que c'est une maîtrise pour une idée plus haute. Donc ça peut paraître contraignant, mais donc pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas de cuir. Tout ce qui vient en fait de l'exploitation des animaux est refusé et combattu souvent par ceux qu'on appelle véganes. Et ça aussi c'est une cohérence morale. Il est vrai qu'il y a dans la cause animale, et il y a beaucoup de gens qui disent, surtout dans la cause animale, c'est là où c'est très problématique, qui disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut défendre les taureaux, mais
mais pas les vaches. D'ailleurs, quand on voit les débats à la télé, même les toréadors, ou ceux qui sont pour la corrida, ils sont capables de démonter les arguments de ceux qui sont contre la corrida, mais qui mangent les vaches. Et à juste titre. Donc, si vous voulez mettre un terme, je suis vegan et j'essaye, en tout cas directement, en tout cas consciemment, je ne participe jamais à une quelconque exploitation des animaux. Inconsciemment, sûrement, parce que il y a entre guillemets, des produits d'origine animale dans énormément de choses, dans les pneus des voitures, des fois dans les pots de colle. Donc il y a des choses que, des fois, soit on ne sait pas, soit de toute façon, on ne peut pas éviter. Quand je prends le bus, ou même si j'achète un vélo, voilà. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas, mais directement, je ne le finance jamais. Et cela depuis 4 ans. Ouais. Au début de votre exposé, vous nous parlez de l'animal machine. Pourquoi excluez-vous l'homme, qui est un animal? Ce n'est pas moi qui l'exclus, en tout cas dans l'exposé, ça a pu sembler comme ça, mais c'est Descartes en fait qui n'exclut pas l'homme, mais qui exclut justement les animaux pour prouver que l'homme a une âme, puisque l'homme a un langage qui est la preuve de la raison, et donc la preuve de l'âme. Et pour prouver cela, pour prouver que l'homme a une âme et donc que Dieu existe, c'était dans un contexte de tentative de prouver l'existence de Dieu. D'ailleurs, Descartes se targue d'avoir réussi. C'est dans ce contexte-là qu'il a affirmé que tous les êtres, sauf les animaux, justement, tous les êtres humains, sauf les animaux, avaient une âme, et donc les animaux, forcément, n'allaient pas au paradis, n'avaient pas la même valeur, donc je n'exclus pas. C'est même pas pour moi, en fait. Ça dépend des croyances, mais en fait, ce qui ne dépend pas des croyances, qu'on puisse croire à une âme, pourquoi pas? Mais même ceux qui croient à une âme, qui sont religieux, et c'est leur droit, peuvent se rappeler par exemple que dans la Bible, au début, surtout dans la Genèse, tout au début de la Genèse, les hommes et les animaux vivaient en harmonie. L'harmonie a été cassée par un péché, ok? Mais après ce péché, l'humanité est devenue ce qu'on appelle omnivore ou carnivore. C'est-à-dire qu'avant le péché, les hommes ne mangeaient pas les animaux, ils mangeaient des végétaux. Donc moi je n'exclus rien du tout. Les hommes et les autres animaux sont des espèces semblables, certes différentes. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes identiques, mais il n'y a pas besoin d'être identiques pour être égaux. Nous tous ici, nous ne sommes pas identiques, et heureusement, on s'ennuierait, je pense, mais nous sommes égaux parce qu'il y a quelque chose en nous qui est semblable et qui mérite le même respect chez chacun. Lorsque vous dites que nous sommes égaux, oui, en théorie. En théorie, nous sommes d'accord. Parce que là, on peut en discuter énormément. Bon, c'est vrai que j'ai déjà évoqué cela ici en parlant en Indonésie des tribus Toraja. Chez les Toraja, les Toraja sont des chrétiens catholiques. Et chez les Toraja, les animaux ont une âme. C'est ce qui les différencie de nous au niveau religieux. Donc, il existe des tribus ou des religions où l'animal a une âme. Et en fait, lorsqu'un humain décède, il est procédé à on tue des animaux, de manière à ce que l'âme de ces 10 animaux puisse accompagner l'âme du défunt et lui permettre de l'emmener au paradis. Donc, suivant ce qui est vrai ici, n'est pas vrai à 3000 km ou à 5000 km de là. Comme disait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Incontestablement. D'accord. Ce sont des choses qui sont culturelles. Je voudrais revenir sur le traitement que nous appliquons par exemple aux vaches, ici, le traitement qui leur est appliqué en Inde. Oui, sans dire que c'est le paradis pour les vaches et l'Inde, il n'empêche que nous n'avons pas la même idée des
vaches ici que là-bas. Et nous n'avons pas la même idée des chiens non plus, avec les Chinois. Qu'est-ce qui distingue cela? Est-ce une distinction naturelle? C'est seulement une distinction culturelle. Ce n'est pas la nature qui a décidé de cela, ce sont des théories que les hommes ont plaquées sur les animaux et qui ne justifient en rien cette exploitation et qui ne changent en rien la nature même des animaux. C'est pour ça que je reviens souvent à la science. La science nous prouve objectivement que, quelles que soient nos théories sur les êtres, il y a des similitudes. Et ces similitudes-là, la mauvaise foi peut les nier, l'exploitation peut les nier. Je vois mal quelqu'un qui envoie, qui a un élevage et qui envoie à l'abattoir des millions d'animaux par an. Je le vois mal dire, ouais, c'est vrai, j'ai tort. Je le vois mal, puisque déjà, il penserait de lui-même s'il disait qu'il avait tort. Il faut faire un petit parallèle, et on n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien en parler un peu, qui t'a choqué un petit peu, du racisme. Combien de maîtres, d'esclaves, qui possédaient des esclaves, affirmaient que les esclaves, oui, eux aussi, ils avaient des droits. Et il est intéressant de voir que nous avons les mêmes théories sur les animaux que les racistes ont sur les autres hommes. Et il est intéressant aussi de remarquer que, par exemple, tous les génocides commencent par la dévalorisation des hommes et surtout par l'animalisation de l'humanité. Le nazisme a commencé comme ça, c'est un exemple classique qu'on prend à chaque fois parce qu'on dit souvent aussi que Hitler était végétarien, moi ça me fait rire. Donc, le nazisme a commencé par l'animalisation des juifs. Ce sont des rats, ce sont des cafards. Adorno, Théodore Adorno, un philosophe autrichien, je crois, qui justement a échappé a dit que Auschwitz commence à chaque fois que quelqu'un regarde un abattoir et se dit ce ne sont que des animaux. La plupart des juifs, les témoignages en tout cas que nous avons de ceux qui heureusement ont échappé, qui ont été bien retracés dans un livre qui s'appelle, je vais vous montrer ensuite une petite bibliographie, qui s'appelle Un éternel Treblinka, un historien américain, Charles Patterson. Lui, il a fait un parallèle entre le comportement que les nazis ont eu envers les juifs et le comportement que nous maintenant nous avons avec les animaux. Il ne s'agit pas forcément de dire on est identique, voilà, la même valeur. C'était pas ça, c'était pour montrer que la théorie, le comportement est absolument identique. Le but n'est pas le même. Le but des nazis, c'était l'extermination idéologique et physique. Notre but, c'est pas d'exterminer les animaux, mais à part cela, nous avons les mêmes idées. Ce ne sont que des animaux, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils sont toujours privés de quelque chose. Et il s'agit de remarquer aussi que l'humanité s'est toujours construite par défaut avec les animaux. C'est-à-dire qu'on a toujours mis une distance. L'homme est rationnel contrairement aux animaux. L'homme est doué de sensibilité contrairement aux animaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu s'élever, on a rabaissé les animaux. D'ailleurs, on remarque aussi parmi nous, quand on essaie de s'élever soi-même, on a souvent besoin d'écraser les autres. Et c'est ce que Françoise Armango, une philosophe contemporaine, a appelé une exploitation symbolique. On peut aussi l'appeler domination symbolique. On exploite les animaux aussi de manière symbolique. Je reviens au top, mais il s'agit de dire que nous nous construisons par domination encore et encore. Donc on les domine physiquement, certes, mais nous avons aussi besoin idéologiquement de les dominer. Ils ne valent rien. D'ailleurs, on peut s'amuser à trouver des expressions qui dévalorisent les animaux. Je ne vais pas les citer parce qu'elles sont souvent vulgaires, mais cela aussi permet de maintenir cette idée que ce n'est pas mal de faire cela aux animaux.